Une vie, une œuvre, merci de nous rejoindre pour ce nouveau portrait d'un artiste qui a marqué son temps. Aujourd'hui, l'auteur de Requiem for a Dream et de Last Exit to Brooklyn, Hubert Selby Jr., né en 1928 et mort en avril 2004. Au micro, Mathieu Garrigou-Lagrange, à la réalisation, Anne Franchini. Si Hubert Selby Jr. était encore en vie, il aurait appris avec joie la réédition en DVD, aujourd'hui même, du documentaire que Ludovic Canté lui a consacré en 1999. Il n'aurait pas boudé son plaisir, il n'aurait pas posé en écrivain blasé, avec une phrase du genre « ce n'est qu'une réédition » ou « qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, de toute façon, il y a bien longtemps que je ne vends plus de livres ». Au contraire, il y a fort à parier que Selby aurait été heureux que l'on reparle de lui aujourd'hui, fût-ce en France, à 9000 km de Los Angeles, où il habitait depuis des années, tout près du fameux panneau Hollywood en lettres géantes, mais bien loin de la vie que les stars mènent là-bas. Car cet écrivain autodidacte n'a pas eu dans son existence de si nombreuses occasions de se réjouir qu'il puisse se permettre de bouder celle qui, de temps à autre, lui était offerte. Il tâchait donc de prendre ce que la vie lui donnait avec le plus possible de reconnaissance, car enfin, il faut savoir apprécier chaque chose et être capable de remercier, pensait Selby, sans doute avec un peu de difficulté parfois, car le moins que l'on puisse dire est que sa nature ne le portait pas très spontanément vers la sagesse. Ses amis l'appelaient Harry, mais Harry n'enculait pas n'importe qui. Uniquement des femmes mariées. Avec elle au moins, on avait moins d'emmerdements. Il vivait comme un malade et puis peut-être aussi comme un réformé, un alcoolique réformé. Il y avait eu quand même pas mal de déglingues quand même. Là, même quand il était dans le canyon, enfin dans Beechwood Canyon, c'était quelqu'un à qui il est arrivé des choses. Quand elles étaient avec Harry, elle savait à quoi s'en tenir. Pas question d'aller dîner ou de prendre un verre, pas question de baratin. Si c'est celle qu'elle s'attendait, elle se foutait dedans. Et si elle commençait à lui poser des questions sur sa vie ou à faire des allusions à une liaison possible, il se barrait vite fait. Harry refusait toute attache, toute entrave, tout embêtement. Ce qu'il voulait, c'était baiser quand il avait envie de baiser et se tirer ensuite avec un sourire et un geste d'adieu. Il trouvait que coucher avec une femme mariée était beaucoup plus jouissif. Pas parce qu'il baisait les femmes d'un autre, ça, Harry, il s'en foutait, mais parce qu'il devait prendre certaines précautions pour ne pas être découvert. Il ignorait toujours ce qui pouvait se produire et son appréhension augmentait son excitation. Vu les bouquins qu'il écrivait, on pouvait penser que c'était, on dit souvent, une espèce de Céline à l'américaine, ou une espèce de Bukowski, une espèce de vieux décadent, blanc, white trash, truc comme ça. Enfin, le clicheton par rapport à ce qu'il écrivait, mais sauf que le Selby que j'ai filmé, moi, en 98, et que j'ai rencontré en 97, c'était pas le Selby qui a écrit Last Exit to Brooklyn de 30 ans auparavant, quoi. Oui, mais il écrivait encore le soul qui est... Oui, mais le soul, c'est gentil à côté. Enfin, c'est gentil, c'est quand même dur aussi. Il y a quelques passages un peu durs, mais comparé à la Geôle ou comparé même à Last Exit to Brooklyn ou Requiem, tout ça, c'est quand même très gentil. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. D'ailleurs, c'est ce qui lui était reproché à l'époque, quoi. Tout le monde disait qu'il s'était assagi. Parfois, Harry White se prenait à songer aux nombreux couples dont l'union était menacée en raison de rapports sexuels médiocres ou tourmentés. Il devait bien y avoir des millions de femmes qui marchaient au tranquillisant pour oublier leur frustration, sans parler des milliers, voire des centaines de milliers qui se trouvaient dans les hôpitaux psychiatriques après une dépression due à une vie inexistante ou peu satisfaisante. Songez donc à tous ces foyers brisés, à tous ces orphelins qui coulent une vie sans joie, tout ça, faute d'orgasme. Is it far from here? No, it's just a couple blocks. We could walk. Okay. Il y a une scène cruciale qui est une scène de viol qui dure sur des scènes de pur sadisme qui doit faire une cinquantaine de pages et qui est insoutenable. C'est d'un réalisme mais qui n'est pas celui d'American Psycho. C'est là que American Psycho n'a aucun pouvoir. Tout ce qui peut être aligné comme variation sur le sadisme ordinaire n'a pas de consistance. Dans le viol par des flics d'une pauvre femme dans la geôle, il y a une sorte de vérisme qui est là aussi... Anything else? Huh? Anything else? I know that he likes my cat, my little cat Hobo, who is right here. Hubert Selby.
Yeah, you're not kidding, huh? This is absolutely charming. Can't see shit, but it's charming. I tell you what, you know, everything is about relationships. People, automobiles, oh, that's a mother. Let's see. À cela s'ajoutait le plaisir de considérer tout ça comme un jeu, du moins pour le moment. Un jour, il faudrait que ce meurtre devienne réalité, mais pour l'instant, le seul fait d'y songer l'exaltait. C'était ce qu'il y avait de sensationnel dans cette aventure. Il pouvait retarder le moment d'agir presque indéfiniment, et cela ne faisait qu'augmenter son excitation. Entretenir, goûter, savourer cette attente, voilà ce qu'il fallait faire. Et il allait le faire. Il allait s'infliger ce supplice de Tantale aussi longtemps que possible. Un jour, son acte passerait dans l'histoire, mais dans l'immédiat, il allait se borner à le faire miroiter sous ses propres yeux. Il allait créer son propre suspense, tout en continuant à tirer les ficelles. Philippe Lançon, vous êtes venu avec votre exemplaire du Démon. C'est votre livre préféré? C'est le livre qui vous a le plus marqué chez Selby? C'est le livre qui m'a effectivement le plus marqué de tout ce que j'ai lu. C'est le premier que j'ai lu. Il m'avait été plus que conseillé par un ami qui était peintre et dans les années 80, mais donc lui était vraiment de la génération qui avait, comment dire ça, grandi dans les années 70. Et donc ce livre avait été pour lui une expérience. Et il voulait me communiquer cette expérience. Je dis ça parce qu'il y a assez peu d'auteurs qu'on vous conseille pour comme un peu plus que des auteurs de livres. Enfin, c'était un peu plus qu'un livre que me conseillait cet ami à cette époque-là. Et donc, je l'ai lu effectivement comme tel, c'est-à-dire comme un livre qui m'a beaucoup plu, m'a beaucoup fait rire dès les premières phrases, m'a aussi enfoncé dans quelque chose qui était très au-delà de ce que je pouvais à la fois comprendre et expérimenter. Hein. Et puisque je me sentais vraiment sans rapport avec cette Harry, j'étais sans aucun doute beaucoup plus vertueux que lui. Et les démons que je pouvais avoir à l'intérieur de moi-même m'étaient absolument opaques. Et en tout cas n'avaient certainement pas le poids qu'ils ont dans ce livre. Et donc j'ai lu ce livre, et comme souvent les livres que je qualifierais d'expérimentaux, mais sans aucun aspect dénigrant, hein. C'est-à-dire c'est un livre profondément de littérature, mais justement expérimental, je crois pas, je suis même sûr de ne pas être allé jusqu'au bout, parce que une expérience, il faut du temps. Et donc véritablement j'éprouvais quelque chose de presque de l'ordre de la saturation et du dégoût face aux expériences d'Harry avec toutes ces femmes, avec l'alcoolisme, avec la violence, avec le sexe. Pas du tout par choking, vous voyez, pas du tout parce que j'étais choqué, j'avais pas l'âge de l'être, j'avais une vingtaine d'années, et je le serais d'ailleurs pas, encore moins probablement aujourd'hui, mais parce que simplement mon organisme de lecteur n'arrivait pas à l'assimiler, vous voyez. Et donc voilà, et le deuxième livre qui m'a été conseillé, et de la même manière à titre d'expérience, mais là journalistique assez curieusement, je m'en suis souvenu, c'est une collègue qui n'est plus là, Florence Obnas, qui m'a conseillé avec un très vif enthousiasme La Geôle, voilà, pour me dire qu'elle n'avait jamais lu ça sur la prison, et que, enfin voilà, que c'était... alors évidemment c'était, je la vois encore en train de rôder dans les couloirs et en train de dire que un certain nombre de personnes, son enthousiasme pour La Geôle. J'ai découvert un bouquin de Selby qui était Le Démon, il m'avait offert en 95-96. C'était un copain qui m'avait offert ça, et j'ai vraiment eu un choc, quoi, un choc littéraire. Pourquoi ? Je trouvais qu'il y avait un ton, un style, des thématiques, il y avait tout, et une efficacité que j'avais jamais lu auparavant, quoi. Et puis peut-être qu'aussi à l'époque, je me posais certaines questions qui étaient contenues dans les livres. Donc, par exemple je sais pas, il y a des thèmes moi qui m'ont toujours intéressé, le thème de l'obsession par exemple, l'addiction, mais plus encore, je pense, l'obsession et la chute. Ludovic Canté, l'obsession précisément qu'il peut avoir pour les femmes et que ces personnages ont pour les femmes.
L'obsession pour les femmes, oui, il y a l'obsession, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est l'obsession de façon plus générale. Ça peut être pour la drogue, ça peut être pour les femmes, ça peut être pour l'alcool. C'est l'obsession, ce que le travail de destruction intérieure que peut produire l'obsession. Au début du démon, il dit un homme obsédé est un homme possédé. Et c'est ça, et c'est ce côté. Et ce qui est intéressant justement enfin moi je trouve, c'est le double mouvement qu'il y a dans ces romans. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une montée dramatique, toujours par strates, comme ça, un peu répétitif par strates, et une descente progressive. Il y a un côté répétition, une variation sur un thème. C'est vraiment quand je parle de Bach ou quand on parle de jazz, c'est ça, quoi. Il y a un côté comme ça où par strates, on descend progressivement pour vraiment s'effondrer, quoi. Et je trouve ça. Help me to get clean, so I can be what Harry wants me to be. Bruno Baillon, vous avez rencontré Hubert Selby Jr. en 1983. Où est-ce qu'il vivait à ce moment-là? Il était chez un ami qui lui prêtait une sorte de bicoque. C'était dans un petit immeuble. Il vivait très pauvrement. Il vivait en fait en survie. Je crois qu'il avait aucune ressource. Il était au welfare, donc il devait être. Un jour, pas loin de sa mort, il s'était réjoui. Il disait qu'après 40 ans, il avait enfin ce dont il avait rêvé toute sa vie, c'est-à-dire une sorte de pension. Il était soulagé du souci de sa survie, qui était un vrai problème. Et ce qui m'avait étonné, c'était le côté kitsch. Il y avait à l'intérieur très kitsch. Et je trouvais ça plutôt sympathique, à dire. Pourquoi? C'était comment? C'était la moquette épaisse, un peu années 80, enfin, plein de bibelots. Donc de le voir dans cet état de pauvreté, puis il était, même physiquement, il était très émacié, il était creusé, comme on le voit chez certains tubards, anciens tubards. Mais lui, il n'y avait pas non seulement la tuberculose, mais il y avait la came, et puis je ne sais pas s'il a pris des électrochocs, mais ça ne m'étonnerait pas. Il a fait de l'HP, donc il a été bien éprouvé, quoi. Maybe the earliest one was trying to be good. Peut-être que mon souvenir le plus ancien est que j'essayais d'être un bon garçon. J'étais aussi accro au lait. C'était une addiction absolue. Je me souviens que j'avais un verre de lait avec mes repas et je me disais, je vais juste en boire une gorgée, c'est tout. Et j'essayais de me mettre en condition mentale. Je prenais mon verre et je ne pouvais plus le poser. Et bien sûr, avec le temps, la masturbation est devenue une autre addiction. Et ensuite le sexe. Après, bien entendu, l'alcool, les drogues, les femmes. Ça doit être tout. You don't have to make anything, my sweet. You just have to love your mama, huh? What you doing, baby? Bruno Baillon, qu'est-ce que vous savez de l'enfance d'Hubert Selby Jr.? Je sais que à la maison, il faudrait enregistrer quasiment. Il me disait que sa jambe faisait toujours. Il vivait dans un état de trépidation et de tension qui n'a jamais dû avoir de cesse de sa naissance à sa mort. C'est-à-dire une peur, une rancœur, une fureur renfermée comme ça qui tenait à son père qui devait être dingue, en tout cas était alcoolique, sa mère qui, je sais pas, enfin j'ai rien à dire de mal de sa mère, hein. Il l'aimait beaucoup, il en faisait grand cas, mais c'était des gens, voilà, ça devait être des white trash, des petits blancs pauvres, tirant le diable par la queue. L'adolescence, il jouait voilà, il était sportif, ça devait être un con moyen, un average, un pauvre type, un teenager de bas étage, tel qu'il les représente un peu dans l'ouverture de Last Exit.
sportif, un peu les filles, comme ça, mais... By the time I was 15, I couldn't stand school anymore. I couldn't stand anything. À 15 ans, je ne supportais plus l'école. So I just kind of stopped going, and all of a sudden I couldn't go home. Donc j'ai arrêté d'y aller, mais je ne pouvais pas non plus rentrer à la maison. Et donc j'ai fui la maison pendant quelques heures. Mais je ne pouvais pas aller voir ma mère. Elle était la source de ma stabilité. Il y avait toujours de la stabilité avec ma mère, et maintenant cette source n'était plus disponible, et je n'étais pas un enfant stable. Donc j'étais totalement perdu. Mais j'ai toujours idéalisé et adoré mon père. Il était marin pendant la Première Guerre mondiale. Il avait 16 ans, et il a navigué pendant 11 ans. Ensuite, il est revenu et il s'est marié. Donc, j'ai toujours eu envie d'être marin. D'abord, j'ai commencé par travailler sur des bateaux dans le port de New York. Ensuite, j'ai travaillé sur des pétroliers. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai embarqué sur un bateau pour l'Europe. Et j'ai adoré ça. Je fantasmais tout ça alors que ça arrivait. You don't have to make anything, my sweet. You just have to love your mama. Ce qui, moi, me captive, me laisse un sentiment de nostalgie que j'évoque l'épisode marin. Alors pourquoi il part si tôt, à 15 ans, pour quitter peut-être sa famille? Comme Melville, qui devient matelot très tôt, puis qui fait son œuvre sur la mer. Lui ne l'a pas fait. Lui ne l'a pas faite comme ça, il l'a pas écrit sur la mer. Donc il y a un manque, il y a un trou dans son film spatio-temporel. On se dit, où s'est passé ça? Où s'est passé là? Et il a écrit un tout petit peu dans Chanson de la neige silencieuse, il y a un texte sur les baleines, mais qui n'est pas suffisant, on reste sur sa fin. Après donc cet épisode en tant que marin, il attrape une maladie, la tuberculose en Allemagne, et il y reste 3 ans dans un hôpital. Comment ça s'est passé? Il a visiblement été très éprouvé non seulement par la maladie, mais par les traitements, puisque sa prise en charge est passée bizarrement par l'expérimentation il a servi de cobaye à la streptomycine. Et la streptomycine ne devait pas être bien dosée à l'époque, et donc chacune des phases de son traitement l'a rendu, c'est arrivé 3 fois, le rendait sourd, muet, aveugle. Et il perdait le sens. Donc à chaque coup, il a reçu 3 fois de suite, il a reçu l'extrême onction. Dans cet état-là, il était donné pour mort. À un moment donné, à la fois sous l'effet de la streptomycine et puis de son état de faiblesse qui devait être inouï, on lui a donné ce qu'on appelle l'extrême onction. Donc il était mort. Il y a ça. 3 years in bed. 3 ans au lit, 4 opérations en une année, la moitié de ma poitrine qui finit dans une benne à ordures, un incinérateur ou en haut d'une décharge, à nourrir les mouettes et les rats. Interminable nuit de torture sans Dieu, interminable jour de douleur sans père. T'étais où, pas? Il doit se passer ce qui est en même temps son salut, qui est la littérature. C'est que dans son état de dénuement et d'effondrement physique complet, comme il est réduit à rien, qu'il ne peut rien faire, il se met à la seule chose qui soit à sa portée, c'est-à-dire la lecture. Donc, c'est son Martin Eden, hein. Il découvre tout en même temps, c'est un analphabète, un quasi-analphabète, donc il découvre à la fois Platon, Heinrich, l'existentialisme, il lit tout et n'importe quoi, les brochures de la littérature de gare, les Pulp Fictions, et donc il découvre tout ça dans un chaos qu'on imagine, et il se reconstruit avec ça. Et il se passe la chose suivante, c'est que la dernière fois qu'il meurt, littéralement, la dernière fois qu'on lui imprime, je crois, l'extrême onction, il a une scène que j'aurais du mal à rendre, mais fondamentale. C'est que il se dit, dans son coma, il se dit, il a une épouvante. Il dit, je vais revivre et je revivrai toute cette connerie qui était ma vie et je remourrai. Et cette idée lui devient insupportable. C'est-à-dire que d'un coup, il comprend que ça ne suffit pas et qu'il faut trouver, coûte que coûte, il faut qu'il trouve quelque chose. Et à ce moment-là, quelque chose se déclenche en lui qui est sans doute l'inspiration, la grâce, la décision d'être écrivain.
So I ended up buying a typewriter. Donc j'ai fini par acheter une machine à écrire And wrote a letter to somebody. et j'ai écrit une lettre à quelqu'un. Je suis resté assis ici pendant 2 semaines à regarder la machine à écrire. Je n'avais aucune idée. Donc j'ai écrit une lettre à quelqu'un. Ensuite, je me suis mise à écrire quelque chose qui est finalement devenu la première partie de The Queen is Dead. When did you get out from your incarceration? Oh, wait a minute. What's he saying? Don't you worry, Sal. If I should choose to address you, you can be sure it'll be in monosyllables. Il y avait là un transsexuel qui devait faire le tapin, et c'est ça qui lui vient, comme il se dit, c'est une métaphore de la condition humaine, quelqu'un qui n'est pas dans sa peau, qui ne sait pas où est sa peau, qui souffre à chaque seconde de sa vie, qui a une sorte de beauté mais invivable, et il écrit, commence à écrire, à imaginer, à revivre à travers Georgette. Ça devient The Queen is Dead. Donc, dans Last Exit to Brooklyn, le chapitre d'expulsion. Oui. Et oui, l'entrée en religion littéraire, littéralement. C'est le rite propitiatoire. Il s'intéresse à l'autre, il se sauve par l'autre, et l'autre, enfin, à ses yeux, au pire de la condition humaine, de la déréliction, de l'absurde. Don't touch me, Sal, you big freak. I'm not about to have sex with you. Je crois que ce qui m'avait le plus frappé, c'était Sabine Delzesco, l'absence d'horizon, je dirais, pour les personnages, et de cette espèce de huis clos extrêmement claustrophobique, où vraiment les voies sont toujours sans issue, quoi. Et finalement, les personnages sont toujours doublement punis, quoi. Hein, punis parce que ils naissent dans des milieux sociaux desquels il est très difficile de s'abstraire. Hein. J'étais très frappée par tout ça, et puis par la violence, la question de la violence. Hein. Je trouvais que Selby disait quelque chose de la violence à la fois physique, mais aussi à la fois psychique, morale, verbale. Toute la scène sur La Reine est morte, hein, avec Georgette dans Last Exit, donc ça se passe au café grec, et ils s'insultent, ils se frappent, enfin bon, on voit bien qu'il n'y a pas de... La chance de sa vie comme écrivain, c'est que Olivier Cohen, quand il a rencontré Barney Rosset, qui était l'éditeur de Grove Press, qui était considéré comme une maison d'édition très avant-gardiste et très moderniste, il a bénéficié d'un effet de scandale. Il y a eu souvent des scandales de ce type en Angleterre et aux États-Unis, avec des écrivains qu'on considérait comme immoraux. Et c'était son cas. Et donc Last Exit to Brooklyn est devenu une sorte de cause célèbre. Le livre a été interdit. Enfin bon, je pense que tout ça est bien connu. Mais le résultat, c'est que il a eu comme ça son heure de gloire, et puis il est tombé dans une espèce d'oubli. Il a gagné énormément d'argent avec Last Exit to Brooklyn, qui a été un succès faramineux. Je crois que c'est les chiffres oscillent entre 2 millions et 3 millions d'exemplaires, donc c'est autant dire alors à l'échelle américaine c'est moins que, mais c'est l'équivalent de l'amant plus et des poussières, un vrai magot qu'il a carbonisé en l'espace de, je sais pas, on peut compter 1 an à 2 ans. Il s'est rendu fou avec ça, en défonce, en héroïne, en dissipations diverses, et il disait que c'était la pire chose qui lui était jamais arrivée, cette fortune, dont il n'a rien fait que l'utiliser à ses pires dépens. Donc, il n'a jamais fait partie du monde littéraire américain. Il a toujours été un exclu de ce milieu. Il y était totalement étranger, parce que Selby était issu d'un milieu extrêmement modeste. C'était un prolétaire. Il n'a jamais fait d'études. Il avait des manières qui n'étaient pas celles du milieu littéraire new-yorkais, qui le faisait un peu ricaner. Il y avait une grande différence, à mon avis, entre une certaine bohème littéraire américaine,
où on retrouvait par exemple la Beat Generation, tous ces gens-là, et quelqu'un comme Selby qui était vraiment un type du peuple sans éducation, qui en plus a été très marginalisé par son handicap physique. C'était quelqu'un d'à part. Et quand je l'ai rencontré, il n'avait plus d'éditeur, tout le monde l'avait oublié, quoi. Et il était sorti, si vous voulez, de l'image, quoi. Et finalement, à la fin de sa vie, qui s'intéressait à lui? Des gens qui n'étaient pas des écrivains, qui étaient plutôt des jeunes musiciens, rebelles, des gens comme ça. Mais le monde littéraire ne s'intéressait plus à lui. Et je dirais que l'onde de choc de Last Exit to Brooklyn était retombée, et que les livres qu'il a écrits par la suite, qui étaient comme des sortes de déclinaisons des mêmes thèmes, n'étaient plus audibles, si vous voulez. C'était comme une planète qui aurait disparu, qui n'émettrait plus de radiation, quoi. Enfin, c'est une image un peu bizarre ce que je dis, mais il était devenu invisible. Voilà, c'était un astre invisible dans le ciel littéraire. Enfin, moi, il me disait, à la fin des années 60, au moment où il publiait, comment dire, la Geôle, donc ça devait être en 69 ou 70, je sais plus. Enfin, il était pompiste, quoi. Il était pompiste, et enfin voilà, il refaisait des petits boulots à plus de 40 ans passés, voilà, alors qu'il avait connu une heure de gloire assez fulgurante, quoi. Et puis après, bon, je pense qu'il a travaillé là-dessus, je pense qu'il s'est fait une raison, on va dire. Il a continué à écrire, mais je pense pas qu'il avait d'ambition de faire carrière au sens carrière rentable et efficace, quoi, comme on pourrait le voir avec des gens comme Bret Easton Ellis ou des gens comme ça. Je pense qu'il écrivait vraiment plus par besoin que, enfin, par envie, par désir, par nécessité. The only music I have is my Rock-a-Bunny here that my wife gave me for Easter. Now, he's a remarkable little guy. Dig this, man. Help me to get clean, so I can be what Harry wants me to be. One for me, one for Vinny. What are you talking about? Nobody's throwing the water out of here. Crazy neighbors. On sent de la transe dans l'écriture de Selby, notamment dans Last Exit, qui a servi de matrice à tous les autres livres. Les autres, chacun des livres est une pure expérience physique. Donc c'est bien pour le jeune âge. Je pense que c'est une littérature de la gloutonnerie. C'est Montaigne qui disait je les préfère gloutons que gourmets. C'est la jeunesse. La jeunesse est gloutonne, avide, et elle trouve en Selby, je pense, une nourriture de choix pour la frénésie du jeune âge. Je pense à Bernanos. Bernanos qui a écrit une phrase que je cite de mémoire, qui est le désespéré aime les images naïves, et qui, je crois, faisait allusion aux vitraux des cathédrales. Et je vois assez bien Last Exit comme Brooklyn comme un grand vitrail dans lequel on voit, avec ses couleurs très pures, très lumineuses, de combat du bien et du mal, les anges, les démons, une vision certes naïve, mais en même temps extrêmement imagée de la condition humaine et divine. Il obliqua brusquement pour s'engager sur un chemin coupant à travers les arbres et s'arrêta dans une petite clairière plane près de la route. Elle le regarda bouche bée. La porte de l'autre voiture se referma en claquant. « Tenez-vous tranquille et tout ira bien, Madame Hagstrom. » Sa tête et tout son corps tremblaient. Il saisit dans le sac à main des mouchoirs, tissus et papiers,
qu'il lui fourra dans la bouche, cependant que Harry passait la main par la portière arrière et lui saisissait le bras. « Laissez-vous aller, madame, et tout ira bien. » Ils la bâillonnèrent avec du sparadrap et enlevèrent l'ampoule du plafond de la voiture avant d'ouvrir la portière. Harry continua à la tenir pendant que Fred lui déboutonna son chemisier. Ils étaient alors tous les trois, debout dans la petite clairière. « Allons, tenez-vous tranquille, madame, et tout sera plus facile. Si vous gigotez comme ça, je vais arracher vos boutons. » Harry lui serra plus fort les bras. Elle cessa de se démener, mais pas de trembler, cependant que Fred déboutonnait lentement son chemisier. Des larmes lui coulaient des yeux, et le bâillon étouffait ses sanglots. Quand Fred eut fini de la déboutonner, il lui passa les mains dans le dos pour décrocher le soutien-gorge. Debout, devant elle, il sourit. Fred souleva un de ses seins, le tordit un peu, puis le fit sauter dans la paume de sa main. Pas à dire, tu sais les repérer, faut l'admettre. Ils rirent, elle gémit. Je sais pas dans quel état psychique il était quand il écrit ça. Mais je sais qu'il m'avait dit qu'il lui-même était allé en HP et qu'il voulait pas en sortir, qu'il était bien. Et donc peut-être que ça doit venir de là, je sais pas, de cette période-là. Il y a toujours, effectivement, il y a toujours cette violence qu'il arrive, on sent il disait que la violence c'est la force de vie. Étymologiquement, paraît-il, c'est ça veut dire la violence c'est une force de vie. Et je pense que voilà, pour lui c'est un moteur, quoi. Donc je pense que la geôle c'est un peu un défouloir, quoi. C'est le bouquin que lui-même préférait d'un point de vue stylistique. C'est vrai que c'est un peu expérimental quand même comme livre. Et pour lui c'était son meilleur livre. D'ailleurs, il y a quelque chose de très technique dans la façon dont il parle de sa manière d'écrire. On voit qu'il cherche comment faire pour que ça fonctionne de la manière dont il veut que ça fonctionne. C'est pas du tout l'inspiration, Selby, c'est le travail toujours. C'est beaucoup le travail. Ouais. Je pense qu'il y a une idée et après c'est du travail, beaucoup de travail. Puis comme ces thèmes, c'est quand même sur l'obsession et la répétition. Il y a ce côté un peu à la Bach, quoi, où ça revient lancinant, de façon lancinante, toujours plus puissante, toujours plus effroyable. Et c'est quelqu'un qui écrivait, comme il disait, à l'oreille, donc c'est une écriture très musicale. Voilà, beaucoup de participes présents, beaucoup d'audace à ce niveau-là. Maintenant, ça reste quand même un écrivain assez classique, hein, dans l'ensemble. Ce qui était, je pense, révolutionnaire à l'époque, c'était plutôt les thèmes abordés, quoi. Chaque chose pue à sa façon. C'est comme essayer de prendre ce petit déjeuner alors qu'elle sentait tellement. C'était comme l'odeur de Marie et de toutes les autres, mais pas tout à fait pareil. C'était bien la sienne. Elle ne savait peut-être pas, je n'en sais rien. On ne reconnaît pas toujours sa propre odeur, on la connaît, mais on ne la sent pas de la même façon que les autres, je ne sais pas. Elle la sentait peut-être autrement, elle la sentait peut-être pas du tout. Elle y était peut-être habituée. Mais rien qu'à l'odeur, ma mère savait toujours d'où je venais. J'entrais à peine à la foutue maison qu'elle savait si j'étais allé au billard, au snack, et Dieu sait où. Elle flairait comme un foutu chien, comme une espèce de sale molosse ou je ne sais quoi. Elle me regardait et son sale tarin se tordait comme un enfant de putain. Elle me demandait d'où je venais et elle me le disait aussitôt. Tu viens d'ici, tu viens de là. Et le tarin qui se tortille, comme celui d'un putain de chien. J'aurais dû lui dire pourquoi je ne pouvais pas bouffer ce fumier de déjeuner. J'aurais dû tordre le nez et le lui dire. Chacun sa propre odeur, et elle pue, toutes pareilles. Louis-Ferdinand Céline, c'est la référence, peut-être la plus importante de Selby. En tout cas, c'est l'écrivain qu'il cite le plus souvent pour ce qui est notamment de l'écriture, de l'innovation dans l'écriture, oui. Et formellement également. Qui était quand même un défaut, une partie défectueuse de l'écriture de Selby, le recours au capital, à la ponctuation. C'est toujours une faiblesse, le formalisme, l'italique, enfin tout ce qui manifeste matériellement l'intention, justement c'est aux antipodes de ce que je prêtais comme qualité à la geôle, c'est-à-dire l'absence de codification, de clauses de style faisant apparaître les coupures dans les degrés, les niveaux du récit, de la narration. Je ne sais pas si Selby, après tout, était très bon. Le seul écrivain dont il m'est parlé et dont j'ai pensé du bien longtemps après, qui était un ami à lui, qui est un peu méconnu en France, qui est assez peu connu, c'est Gilbert Sorrentino.
Récemment, j'avais lu un livre de ce Sorrentino et je m'étais dit, ah oui, il avait réellement quelque chose. Mais par ailleurs, je ne suis pas sûr que Selby avait une culture suffisamment structurée pour... il avait un instinct qui le guidait, mais ça reste un écrivain très primitif, un écrivain brut. Quant à la fille et à Céline, je pense que tu vois mal l'apparenter en plus. Si ce n'est dans la profération, l'invective, mais... Non, oui, on peut dire qu'il est plutôt... Selby, il vient plutôt il serait plutôt dans la tradition des écrivains victoriens, quelque part entre Nathaniel Hawthorne et La Lettre écarlate, et puis Edgar Allan Poe pour l'alcoolisme, l'éthylisme aigu, le délirium, qu'il faudrait le situer. Oui, l'écriture aussi des scripts, l'écriture électrique, des gens qui écrivent pour le cinéma, donc un peu au pas de charge. Je sais pas, c'est un peu un ovni. On n'a pas d'équivalent, donc c'est ce qui pose la question de la traduction. Il y a un de ses livres, qui est Requiem for a Dream, que son traducteur de prédilection, qui s'appelait Marc Gibault, avait refusé de traduire. Elle avait dit c'est intraduisible. Il y avait des registres d'argot de tel quartier, de tel autre quartier, et puis l'argot juif new-yorkais, qui n'est pas celui de... Il avait dit c'est pas la peine... C'est pas la peine de se frotter à ça, c'est intraduisible, aussi intraduisible que du, je sais pas, peut-être du Mallarmé. Brody says you're coming up quick, kid. Oh. Thanks, man. He says you're smart, you're loyal, and you're not a junkie. Brody wants to promote you. He wants to give you more responsibility. You interested? Yeah. Shit, yeah, man. Brody says you fuck him, I kill you. I got that. Remember that. Oh, shit, you got a white driver. It's Harry! Oh, look who's Harry! Oh! Hey, Ma, easy. You crushed me for Christ's Bruno Bayon, qu'est-ce que vous pensez du personnage de Harry dans Le Démon ? C'est curieux que vous m'en parlez parce que c'est la seule révision que j'ai faite pour vous, justement dans la lettre. La lettre qui me revient, que je relisais tout à l'heure, Selby parle de Harry et il parle de Harry à propos de Willow Tree, c'est-à-dire le saule, et il dit j'ai bien peur que Harry soit appelé à vivre perpétuellement en moi. Donc il formule bien ce que c'était que ce Harry, c'est sa projection démoniaque. Et pourquoi sa projection démoniaque ? C'est-à-dire qu'il ne peut pas y couper. Parce que qu'est-ce qu'il fait en fait, ce personnage ? Harry, c'est un personnage qui, sous ses diverses occurrences, de livre en livre, il revient, c'est Harry White ou Harry Black, mais il revient de livre en livre, et c'est le personnage un peu comme chez Fanté, ou chez Bukowski, il y a un personnage comme ça qui revient, qui a une tête de linotte, c'est le narrateur, c'est une sorte de narrateur. Donc Harry, c'est quand même le versant maléfique, c'est le porte-parole du malaise de Selby, dans ce qu'il a de plus noir et de plus paroxystique. Il pense sale, il vit salement, il se comporte salement, et il fait figure. En même temps, il est dans un paraître qui est assez yuppie. Enfin, dans sa présentation la plus reluisante, c'est le personnage du démon, c'est-à-dire un Keanu Reeves d'apparence glacée, habillé sapé Armani, pas loin des fantasmes de Bret Easton Ellis. Et donc, il me disait dans cette lettre, j'ai bien peur que je ne puisse jamais me passer de ce repoussoir, de ce déclic il ne peut trouver la paix qu'en pactisant avec, ce qui est normal, c'est hegeléen, c'est-à-dire on ne peut vivre avec lui-même qu'à condition de céder un peu, d'accepter l'existence de ce double maléfique en lui. Là-dessous, dans une certaine tradition, comme chez certains de ses confrères, dans une certaine tradition américaine du puritanisme, de la religiosité, de la repentance des prêcheurs, dans la tradition américaine, à la Edgar Allan Poe, ce qu'on retrouve chez Scorsese aussi, une sorte de mise en scène de la faute, voilà. Son inspiration
spirituel, ce que j'appelle spirituel, parce que je préfère ça à philosophique ou moral, vous allez comprendre pourquoi, à mon sens, c'est le puritanisme. Je pense que Selby est un des grands écrivains puritains américains, parce qu'il est obsédé par le péché, par la faute, par l'idée que l'association du corps et de l'âme est une chose catastrophique, et son intérêt passionné pour ce que j'ai nommé l'abjection, à mon sens, correspond à ça. Il est à la fois attiré et terrorisé par tout ce qui est lié au corps et au sexe en particulier. Et par sans doute ses propres pulsions. Bien sûr, oui. Mais c'est tellement visible, si vous voulez, que je m'étonne qu'on n'en parle pas plus. Je pense que Selby est un grand écrivain chrétien, mais un christianisme un peu particulier, et très, très, très imprégné, si vous voulez, de l'univers mental du puritanisme américain. Dans lequel il a d'ailleurs été élevé. Dans lequel il a été élevé, oui. Le corps ne bougeait même pas sur la couchette, bien qu'il ressentît des tractions déchirantes dans toutes les directions. Il ressentait, au plus profond de lui-même, dans ce gouffre où palpitait la douleur aiguë et torturante de larves rampant à travers ses entrailles, entre des boîtes de conserve rouillées et des bouteilles brisées, et les injonctions hurlées autant sur un ton suraigu pour qu'il progresse, qu'il se mette en mouvement avant que toutes les putains de saloperies de parties de son corps se contractent en une putain de boule et que tout son putain de corps se désintègre, qu'il fasse explosion tout simplement. Et il n'y avait pas d'évasion possible, même dans la perte de conscience, car elle engendrait des rêves de veille. Impossible d'échapper au passé. Plus il se débattait contre le passé, plus il était pris au piège dans la crainte de l'avenir. Il ne pouvait aller nulle part où il pût se cacher, nulle part où il n'y retrouverait pas son ennemi, aucun refuge contre l'état de veille dans l'inconscient, pas de repos. Du plaisir. Mon Dieu, je ne dirais pas que ce soit le mot. Je ne pense pas avoir eu aucun plaisir à écrire. En réalité, je me rappelle que ça me donnait surtout envie de vomir. Spécialement cette scène de viol. Ce que je veux dire, c'est immonde, mais malheureusement c'est vrai. Ces choses arrivent beaucoup plus que les gens ne le croient. Il n'y a pas de plaisir, mais il y a éventuellement une satisfaction de savoir que vous avez fait ce que le travail exigeait que vous fassiez, même si cela vous rend malade. Et les chiens, cette chose, quand c'est arrivé au début sur le papier, je ne voulais même pas en entendre parler. Je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Mais je m'étais toujours promis que si cela venait à mon esprit, je le mettais sur le papier. Donc cette chose avec les chiens est arrivée en une séquence que j'ai retravaillée plus tard. Mais c'était dégoûtant. Et ensuite, quand j'ai eu fini le premier jet, cela fonctionnait, et je n'avais pas le choix, je devais laisser cette séquence. Cet univers mental, cet univers d'images liées à la question de la faute et de la souffrance comme rédemption, est quelque chose qui est sorti de l'imaginaire collectif de la littérature américaine contemporaine. Il en était un des derniers représentants. Donc, dans un sens, ceux qui l'ont conspué, ce sont des puritains, et lui-même serait également puritain. Le puritanisme est une... on peut interpréter ça comme une espèce de névrose collective, si vous voulez, qui est fondée sur... bon, là, je dis des choses très schématiques, mais quand même, sur le refoulement, notamment le refoulement des pulsions sexuelles et surtout des fantasmes qui peuvent être liés à la vie sexuelle. Et la littérature était pour lui un moyen d'explorer et de décrire un imaginaire lié à ces pulsions, imaginaire et pulsions
absolument sauvage. Parce que le puritanisme, c'est justement une tentative d'écraser et de mater cette sauvagerie qu'il y a dans l'être humain. Et c'est pour ça que Last Exit to Brooklyn est d'une beauté inouïe. On pourrait remonter, je sais pas, jusqu'à Sade ou à Dante, vous voyez. Je pense que la Divine Comédie, je sais que c'est une référence un peu écrasante pour un écrivain, mais pour Selby, je pense que c'est justifié. Il y a quelque chose de ça chez lui. Une manière de s'enfoncer dans des cercles infernaux, mais qui sont ceux de sa propre psyché. Si vous voulez, il y a une espèce de malentendu, revenons-y sur Selby, à mon sens, hein. Je pense que Selby est devenu, sans l'avoir voulu, une sorte d'icône d'une rébellion contre l'ordre établi un peu conventionnel. Hein. J'ai une sorte comme ça de pape de la transgression qui n'a jamais été, jamais. Aussi bien sur le plan moral que sur le plan littéraire ou de ses goûts esthétiques. Vous voyez, Selby, c'est quelqu'un qui détestait le rock et qui adorait Beethoven. Vous voyez, il faut pas se tromper là-dessus. Dans le livre d'entretien, Bruno Baillon, que vous avez fait avec Hubert Selby, le côté mystique, religieux, est omniprésent. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que pour vous c'est un peu toc? Est-ce que ce côté un peu développement personnel, c'est ce qui ressort un petit peu des entretiens? Ça vous a agacé presque, non? Oui, c'est décevant évidemment, parce que la simple lecture de Selby dans l'état où se trouvait son œuvre à l'époque, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'était pas sorti encore? N'était pas sorti le Soul, n'était pas sorti Waiting Period, n'était pas sorti Chanson de la neige silencieuse, donc c'était un état quasi parfait et qui était tendu dans une sorte de fureur, de paroxysme très donjuanesque, rien ne cédant à rien, dans une révolte assez essentielle contre tout, contre l'univers, contre Dieu, une sorte de rapport à la religiosité intégrant beaucoup de satanisme, beaucoup de primitivisme, oui, un peu Renaissance, un peu vieille Europe en tout cas. Et donc, quand la confrontation de la réalité un peu repliée dans les pattes nôtres, une sorte de religiosité, mais très confuse, intégrant des éléments à l'américaine, intégrant des éléments de cercle d'alcooliques anonymes, de cris primal, donc de psychologie de bazar, un peu, yoga. Oui, voilà, de yoga, et de chrétienté aménagée en je sais pas quoi, en yiking ou en... Bon. Bruno Baillon, dans l'entretien qu'il vous a accordé, il parle énormément de sa femme, ou de son ex-femme en l'occurrence. Quelle est la vie sentimentale de Selby et quelle est l'importance de l'amour pour lui? Dans mon impression, c'est un peu comme la religiosité. C'est un des attributs de la méthode Coué, du bien vivre, je suis calme, tout va bien. Et donc sa femme, dont il s'était séparé sans doute parce qu'il était invivable, il continuait à la fréquenter, mais sur un mode de relation gnangnan, de ça va bien ma chérie, il se voyait à date fixe, il déjeunait. Souvent dans ses lettres, il me parlait de sa femme, de ses ennuis, il me parlait de sa cataracte, qu'elle se faisait opérer, et c'était lié à leurs enfants aussi, comme il y avait des enfants, donc il maintenait coûte que coûte des apparences de la vie sentimentale. Je pense qu'il n'y en avait aucune, il avait... Je sais pas, il avait peut-être des petites projections comme ça, des fans qui lui écrivaient, comme peut-être qu'il avait des relations un peu épistolaires qui tenaient lieu qui canalisaient sa libido. Hi, you have reached Hubert Covey Selby. If you leave your number, please speak slowly and clearly, and let me know the date and the time you called. Thanks. Give a good day. I'm in business. Finally, after many years, after 20... Finalement, après de très nombreuses années, 25 ou 30 ans de travail, j'ai atteint le point où je croyais sérieusement que je savais écrire.
et que quand quelque chose me venait à l'esprit, j'étais capable de le coucher par écrit de la façon qu'il fallait. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. Des changements se sont faits jour en moi. Certains sont d'ordre physique, mais je commence à me dire que c'est une autre étape de mon développement spirituel. Et peut-être que j'étais devenu trop certain de mes capacités. La grand-mère serra les bras de sa fille en la regardant dans les yeux pendant qu'elle écoutait le docteur. Il lui dit que les brûlures étaient sérieuses, mais il était presque sûr que les yeux de Maria étaient intacts. Et en entendant ça, les deux femmes se signèrent et remercièrent la Sainte Vierge, la vieille en pleurant un peu et la mère en acquiesçant. « Si, muchas gracias ». Puis le docteur s'empressa de préciser qu'il ne pouvait pas, à ce stade, dire exactement comment les plaies allaient évoluer. Qu'il fallait encore attendre avant de se prononcer sur un traitement, dissimulant mal son impatience quand la mère lui faisait répéter les termes qu'elle ne comprenait pas, avant de les traduire pour la grand-mère, s'efforçant de leur sourire avec bienveillance quand il les voyait perdre les pédales, écarquiller les yeux, affolés, se regarder l'une l'autre, puis essayant de leur expliquer ce qu'était une greffe de peau. Mais plus il parlait, plus elle semblait paniquer, plus fort elles se serraient l'une contre l'autre, avec de la terreur dans le regard, des sanglots dans la gorge, et il s'employait à les rassurer avec des sourires et des petites tapes sur les bras. Il m'a parlé, lui, de son travail, notamment sur le saule. Il m'a parlé longuement, sans doute parce qu'il n'était pas très content de lui et qu'il sentait que ça n'allait pas. Il disait que ça avait duré, c'était le livre qui lui avait coûté le plus, qui avait duré le plus longtemps, et parce qu'il était malade. 20 ans quand même. Il était malade sans cesse, donc il disait qu'à chaque fois il fallait qu'il réapprenne à écrire son livre. Il ne se souvenait plus, qu'il se souvienne de ce qu'il avait, donc il réveille sa mémoire sur ce qu'il avait déjà écrit, qu'il retrouve la musique, le rythme, puisqu'il y avait des intervalles de parfois 1 an de maladie, de traitement en survie artificielle, sous oxygène, puisqu'il était à la fois, il n'était pas seulement tuberculeux. La tuberculose avait entraîné dans son sillage l'asthme, donc il était asthmatique au dernier degré. Donc il devait être sous cortisone, il devait être très 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 fragile. Mais bon, il lui restait un lobe, je crois, sur les 5, c'est ça, nous avons 5 lobes pulmonaires. Lui, il en restait 1. Ça veut dire une capacité respiratoire très très minimale, qui sujette aux moindres. Alors les moindres variations de santé faisaient qu'il était mourant tout de suite. Avec ce peu de réserve d'habitude, je pense qu'on doit passer sur les moteurs d'appoint. On doit passer je sais pas comment ça se passe, mais on doit passer d'un lobe dans l'autre, d'un Song of Forgiveness. Why do you hate us with an everlasting scorn? We cry out to you so pained, there are those of us who do not survive, yet you remain mute. We believe in you, yet you turn the other cheek to our suffering. How can you carrot so much in front of our hearts as they wither and fall, desiccated into the gutter, defiled by your silence, writhing with unsung song? Est-ce que vous avez été étonné, Bruno Baillon, de la personne que vous avez rencontrée après avoir lu les livres? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était raccord ou quelque chose qui, au contraire, vous a étonné? Oui et non, dès le contact par téléphone, puisque à force de le chercher partout, de ne pas le trouver, je ne m'attendais plus à le trouver. Donc quand je l'ai finalement eu, sa voix que j'ai retrouvée ensuite dans son comportement, oui, il y avait quelque chose qui était en discordance et en même temps finalement très exactement adapté, c'est-à-dire une sorte d'harmonie dans sa voix, de calme, très reposé dans sa voix, qui était glaçant au fond. C'est-à-dire que et ses premiers mots, c'était je crois que je les marque dans le livre, c'était je vous attends. Donc il y avait un côté très posé, presque froid, pondéré. D'ailleurs, il s'exprimait fantastiquement bien, c'est-à-dire il s'exprimait comme on écrit, avec une phrase limpide, mais évidemment on sentait que tout était cassé derrière, qu'il y avait une apparence. Je suis calme, je vais rester, je ne m'énerve pas, mais on avait là un système de défense. Ça me revient en vous parlant. À un moment donné, son fils est là. Son fils, qui était une sorte de gros garçon à l'américaine, bouffi de McDo, qui s'appelait Billy, qui depuis a grandi et qui exerce un métier fort honorable. Je crois qu'il
il est dans la douane. Et donc le Billy était là et son père parlait. Et le Billy fait un peu de bruit, il allume la télé, enfin il dérange un peu l'apparence d'ordre de cette pauvre vie qui était quand même bien déglinguée, avec rien aucun signe extérieur de richesse, loin de là. Et à un moment donné, Selby lâche comme une sorte de jet de vapeur, Quiet Billy, et on sentait qu'il était facilement... J'ai vu une ou deux fois exploser comme ça, à la maison notamment, quand il logeait chez moi. Un jour, j'étais absent, j'avais dû me rendre en Espagne. À mon retour, j'avais découvert l'installation, le chauffage, il y avait un radiateur. Il avait tout fait exploser parce qu'il avait dû y avoir un coup de froid. Le chauffage était un peu approximatif. Enfin, il devait pas être suffisant pour son corps un peu grelottant comme ça, d'ancien phthisique, donc assez fragile, du côté des bronches, et puis inquiet là-dessus, anxieux sur le... Et donc il avait tout bousillé dans un état de rage, une sorte de folie déchaînée, de faible, de désespéré. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui attendait. Philippe Garnier. Il parlait tout le temps de sa santé, qu'il n'avait pas beaucoup de temps de reste, qu'il allait mourir bientôt. Et puis ça se passait jamais. Et c'est un peu l'impression qu'il m'a donné les deux fois, en fait. La première fois, il vivait avec son fils Billy, et il vivait comme un malade. Et quand il habitait dans West Hollywood, dans le quartier gay, et pareil, comme un espèce de moine, je sais pas pourquoi il avait atterri là, parce qu'il sortait absolument pas. Enfin, quand je lui ai dit, mais c'est bizarre d'habiter dans un quartier aussi fêtard et bruyant, etc. Il dit non, ça se passe de l'autre côté de Melrose, moi j'y vais jamais. En fait, on comprenait pas pourquoi il habitait Los Angeles. Il aimait pas la ville, il a jamais écrit dessus. Quand il parle à Bayon d'un projet de livre, ça se passe à Beverly Hills, etc. Il l'a jamais fini, il n'y arrivait pas. Donc même à la fin de sa vie, alors que ça faisait 16 ans qu'il habitait, ou 14 ans qu'il habitait Los Angeles, il écrivait toujours sur Brooklyn et New York. I remember when we shot the Je me souviens quand on a tourné la dernière scène de Last Exit, celle de la crucifixion d'Harry Black. Le jour suivant, on a regardé les rushs. Et quand on a rallumé les lumières, Uli, le réalisateur, s'est tourné vers moi et il m'a demandé « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Et j'ai commencé à dire quelque chose, et je me suis mis à pleurer et à sangloter. Ça venait d'une part tellement profonde de moi-même que je la reconnaissais et que je ne pouvais plus m'arrêter. Ce pauvre fils de pute, la seule chose qu'il voulait, c'était être heureux. Give me a whiskey. Hey, doll. Have a drink with us. Ow! Yeah, both of us. Those two big punks couldn't kiss my ass. Count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. So what? Et c'était Une vie, une œuvre aujourd'hui consacrée à l'écrivain américain Hubert Selby Jr. Un grand merci aux différents intervenants, Bruno Bayon, Sabine Delzesco, Philippe Lançon, Olivier Cohen, Philippe Garnier et Ludovic Canté, dont le film qu'il a consacré à Selby ressort aujourd'hui en DVD. Prise de son, Patrick Muller, Marcos Darras, Martin Delafosse et Marie Le Peintre. Mixage, Claude Nior. Attaché de production, Anne de Biran. Dimanche prochain, retour sur la figure de l'écrivain Jean Edernalier dans un documentaire d'Anne de Giafferi et Anne Sécheret. Il s'agira d'une rediffusion. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast d'Une vie, une œuvre afin de recevoir et de conserver, si vous le souhaitez, toutes les émissions sur votre disque dur. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.